Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter un peu, non pas le rapport en tant que tel, puisque vous savez qu'il est sous le sceau de je ne vais pas dire de l'anonymat, mais de la confidentialité jusqu'au 7. Alors c'est une vieille règle de l'Assemblée nationale qui dit qu'un rapport, après qu'il ait été voté par la commission d'enquête concernée, par les membres de la commission d'enquête, ce qui a été fait, le rapport a été adopté à l'unanimité ce matin. En réalité, le bureau de l'Assemblée nationale peut se réunir en comité secret pour censurer toute partie du rapport. Alors, de mémoire des administrateurs, c'est pas arrivé depuis longtemps, donc il sera publié, mais il y a ce délai de 5 jours qui est à respecter formellement, et même au-delà de ça, le temps que l'impression soit faite une fois que les 5 jours sont expirés, il sera publié formellement le 8 ou le 9 septembre. Dès le départ, quand je décide, puisque c'est le groupe parlementaire de la France Insoumise qui a l'initiative de cette commission d'enquête, quand je décide de prendre la présidence, puisque nous avions le choix, avec le nouveau règlement, de prendre soit la présidence de la commission d'enquête, soit d'avoir le rôle de rapporteur, il est bien clair pour moi que le fait que je ne sois pas rapporteur fait que je ne vais pas rédiger le rapport. C'est une décision assez simple, puisque comme j'ai souhaité, et que ça a été accepté par les membres de la commission d'enquête, que la quasi-totalité, je souhaitais que la totalité, mais bon, on en est arrivé à la quasi-totalité des auditions soient publiques et filmées, je me suis dit que de toute façon, les gens pourraient faire leur propre rapport, enfin en tout cas celui qui veut regarder les auditions et se faire son propre avis, peut le faire. Que le rapport est un des éléments, une interprétation du rapporteur, et qu'il était davantage dans mon intérêt que le rapporteur soit de La République En Marche, de sorte à ce qu'il soit voté, et qu'à la fin, on n'ait pas effectivement une commission d'enquête qui se trouve avec un rapport qui passe à la trappe. Donc ça, c'était évident. Et puis de toute façon, vous verrez dans le rapport, on vous le transmettra, l'avant-propos que j'ai rédigé, ainsi que la contribution en annexe des propositions qui sont issues de ma propre réflexion suite aux auditions, qui laissent la liberté de ton aux uns et aux autres et permettent de confronter d'ailleurs des propositions parfois convergentes et souvent aussi contradictoires. Et de se positionner. On a eu là, pour la première fois, une matière première judiciaire, de réflexion sur l'institution judiciaire qui n'avait jamais été sur la table pour le moment, depuis le début de la Ve République. D'ailleurs, la dernière commission d'enquête qui a eu lieu sur la justice, c'était sur Outreau. Et ça remonte maintenant à une quinzaine d'années. Et sur un faisceau qui est la matière pénale dans des circonstances particulières. Là, on a brossé l'intégralité du fonctionnement de la justice. Donc c'est une première inédite, tout a été filmé, tout est pour la postérité, donc déjà c'est un premier satisfecit pour moi-même, pour la commission et même pour le rapporteur, que tout ça ait pu avoir lieu. Alors, le rapporteur à lui fait 41 propositions, pour ma part je fais 63, mais à la limite on s'en fiche des chiffres, étant donné que c'est l'important, c'est la qualité des propositions. Et je dois dire que je suis très satisfait des propositions qui sont faites par le rapporteur lui-même. Ce qui n'était pas gagné. Ce qui n'était pas gagné du tout. J'ai mis à la fin de mon avant-propos la liste des propositions avec lesquelles j'étais d'accord. Alors en fait, il y en a une bonne, sur les 40, il y en a au moins 23, 24, j'ai pas compté exactement, avec lesquelles je suis d'accord. Il y en a une quinzaine, 10, 15, avec lesquels, ça va dans le bon sens. Je veux dire, si on me demandait de les voter, je voterais pour. Mais je trouve que ça va pas assez loin, que c'est pas forcément rédigé comme je le voudrais, etc. Et finalement, les propositions avec lesquelles je suis vraiment en désaccord, c'est 3 propositions sur les 41. Bon. J'ai vu qu'il y avait eu un article dans Le Monde cet été sur les propositions du rapport, et notamment une qui me semblait importante, et qui est mal transcrite dans l'article du Monde. L'article du Monde explique que le rapporteur propose d'avoir un avis conforme pour la nomination des magistrats du siège. Du parquet. Vous savez que le parquet à la française est soumis à l'autorité du garde des Sceaux et que ça pose des tas de questions d'indépendance. Et que notamment la nomination, c'est le garde des Sceaux qui les propose. Et aujourd'hui, il y a un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature duquel l'exécutif peut se passer pour nommer tel ou tel magistrat. L'avis conforme est respecté depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises. C'est la dernière fois en date, je crois que c'était Rachida Dati qui n'avait pas respecté un avis
simple du Conseil supérieur de la magistrature et qui avait nommé quelqu'un d'autre à la place. Donc, l'avis conforme, on nous propose que ça continue et que ce soit le même état de fait que depuis 12 ans, qui visiblement n'est pas satisfaisant pour une grande partie des Français, et même pour l'institution judiciaire elle-même. Le rapporteur, c'est pas ça qu'il propose. L'article du Monde dit il se cale sur la réforme constitutionnelle, etc. Non, le rapporteur propose que les règles de nomination et disciplinaire du siège soient les mêmes pour le parquet. Qu'est-ce que c'est de différent par rapport à ce que proposait la réforme constitutionnelle de l'avis conforme ? C'est que pour les chefs de juridiction, donc c'est-à-dire procureurs de la République, procureurs généraux, le CSM aurait la latitude pour proposer les candidats. Pas juste pour donner un avis conforme, mais bien pour les proposer. Charge ensuite à l'exécutif de les nommer au journal officiel, puisque ça reste la prérogative du président de la République d'ailleurs. C'est quand même pas exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce qui est réclamé dans la tribune, si je ne dis pas de bêtises, par M. Molins et M. Nadal, en disant « rendez-nous indépendants, il faut qu'on puisse être nommé par le Conseil supérieur de la magistrature ». Concrètement, le rapporteur va en faisant un certain nombre de propositions pour renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça va dans le bon sens. Et j'en suis tout à fait favorable, puisque dans notre état d'esprit, le Conseil supérieur de la magistrature doit pouvoir être la clé de voûte de la garantie de l'indépendance et de l'impartialité de la justice. Pas indépendance de tout, pas indépendance du monde qui nous entoure, mais indépendance au moins des autres pouvoirs, législatifs et exécutifs. C'est comme ça qu'on le conçoit. Je rentrerai dans le détail un peu plus après. Mais on a là-dedans, dans ce que propose le rapporteur, le fait qu'un magistrat puisse saisir lui-même le Conseil supérieur de la magistrature, quand il a connaissance de manquements à l'indépendance de la justice. On se demande comment ça se fait que ce ne soit pas déjà le cas. Le fait que le Conseil supérieur de la magistrature puisse s'autosaisir. On se demande comment ça se fait que ce n'est déjà pas le cas. Et le fait que le Conseil supérieur de la magistrature puisse bénéficier des services de l'inspection générale de la justice. Vous savez que d'ailleurs le Conseil supérieur de la magistrature va rendre des conclusions dans pas longtemps concernant l'affaire Eliane Houlette, Catherine Chanrenaud, dont ils ont été saisis par le président de la République. On ne sait pas d'ailleurs si leur rapport sera public, je l'ai souhaité, mais on n'en sait rien, puisqu'il est remis au président de la République. Et au fond, le Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui n'a aucun pouvoir d'enquête. Là, ils ont auditionné des gens, enquêté, interrogé, parce que les gens leur ont bien voulu leur répondre. Mais il n'y a pas de texte qui dit le Conseil supérieur de la magistrature est une inspection, peut enquêter, peut auditionner, peut faire des... On est dans un no man's land juridique, alors qu'on est au plus haut niveau de la magistrature française. On pourrait se dire quand même qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des contrôles, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc, le rapporteur avance sur tous ces sujets-là. Et moi, j'en suis très heureux. Parce qu'en plus, il se trouve que ça va bien au-delà que tout ce que peut proposer Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux en la matière. Donc, ça lui fera du grain à moudre, puisqu'il a prévu, certes dans un calendrier contraint, de réformer la justice. Il y a un texte qui arrive d'ailleurs sur le parquet européen, qui pourrait être un peu plus élargi et emporter un certain nombre de modifications. Alors attention, je dis un certain nombre, le parquet européen, ça ne permet pas de modifier substantiellement le CSM, parce que le CSM, c'est dans la Constitution. Donc pas de réforme constitutionnelle, pas de réforme de la justice, clairement. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on dit dans nos propositions, c'est que tout ce qu'on propose, on ne le propose que dans le cadre d'une assemblée constituante pour une 6e République. Parce que le succès de cette commission d'enquête, c'est aussi son succès médiatique. Alors certes, par la petite porte au départ, par le biais du témoignage d'Eliane Houlette, de l'affaire Fillon, etc., puis des fadettes, puis des auditions qui se sont enchaînées là-dessus. Mais moi, je suis extrêmement heureux. Même s'il y a eu de la polémique, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, peu importe, on s'en fiche. Parce que le sujet de la justice a depuis trop longtemps été confisqué par des experts et des sachants. Et moi, je suis content que tout le monde croit que je suis avocat, ou que j'ai fait du droit pénal, ou je sais pas quoi. J'ai rien fait de tout ça, j'ai une licence d'histoire. J'y connais rien à la justice à la base. Si, j'ai fait un peu de droit administratif puisque j'étais fonctionnaire d'État. Mais bon, c'est pas ma formation, quoi. Donc moi, je tombe là-dedans comme une personne lambda qui n'a pas d'intérêt à agir dans tout ça. À la différence de bien de mes petits copains de la commission d'enquête. Mon rapporteur Didier Paris, ça a été juge d'instruction. Cécile Untermeyer pour le Parti socialiste, qui a beaucoup participé à nos travaux, a été juge administratif.
Il y en a quelques-uns comme ça qui sont issus du monde judiciaire. Et d'ailleurs, c'était un atout et un apport très enrichissant sur le sujet. Sur les propositions du rapporteur, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi sur l'enquête préliminaire. Il l'avait fait, il s'en était fait l'écho lui-même en commission des lois face à Éric Dupond-Moretti, en interrogeant le nouveau garde des Sceaux en disant « Qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre une limite à l'enquête préliminaire à l'issue de laquelle le procureur de la République ou son substitut soit obligé soit de classer sans suite parce qu'il n'a pas d'éléments, soit d'ouvrir une information judiciaire, il transmet à un juge d'instruction, soit de demander l'autorisation à pouvoir continuer l'enquête préliminaire. Un juge, un juge sur l'enquête, de l'enquête, enfin vous l'appelez comme vous voulez, un juge, en tout cas un magistrat du siège, le JLD, peu importe, à la limite c'est pas très bien défini et c'est pas trop le sujet, mais de dire, voilà, à un moment donné, ça peut pas être les enquêtes préliminaires qui durent 5 ans, 6 ans, et 7 ans, 8 ans. Enfin, sinon c'est à quoi de préliminaire ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça applique le mot, ça n'a plus aucun sens. Il propose aussi d'encadrer évidemment le secret de l'avocat, confère les polémiques sur les fadettes. Et oui, c'est important d'aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Sur la durée des enquêtes préliminaires, c'est 1, 2, 3 ans, c'est ça, sans trancher, est-ce que vous avez une... Il dit pas de deadline. Aujourd'hui, c'est l'article 77-2 du Code de procédure pénale qui permet, au bout d'1 an, d'interroger le procureur de la République. Du coup, 1 an, ça me semble bien. Et ça ne veut pas dire qu'au bout d'1 an, l'enquête préliminaire s'arrête. Souvent, les interrogations au bout d'1 an amènent rarement des réponses. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Alors, ça veut dire qu'on n'a rien fait en 1 an ? C'est-à-dire qu'on n'a pas mené d'enquête, donc on a ouvert pour ouvrir ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Pour n'importe quel citoyen. Hein. Je veux dire, vous êtes là, vous avez l'épée de Damoclès de la justice au-dessus de vous et vous savez pas. Encore si c'était une information judiciaire qui dure longtemps, j'ai envie de vous dire, une information judiciaire, il y a du contradictoire dedans. Là, il n'y a pas de contradictoire. Donc oui, insérer du contradictoire dans tout ça, ça va dans le bon sens. Et encore une fois, je suis d'autant plus heureux que c'est pas moi qui le propose. C'est vraiment moi qui le propose. Et vraiment, je suis très content que le rapporteur qui est de La République En Marche, qui était d'ailleurs rapporteur sur le volet pénal de la loi de programmation de la justice, ait autant évolué sur ces sujets-là, là où on n'a pas réussi à se faire entendre dans l'hémicycle sur ces sujets qui sont éminemment importants. Bon, il y a aussi tout l'aspect budgétaire. Alors je sais que c'est un peu technique, c'est chiant le budget, voilà. Bon. On sait tous que le budget de la justice, il est indigne, il est bien en deçà des enjeux. On l'a vu en Allemagne, il y a 2 fois plus d'argent public par habitant qu'en France. Par-delà même le nombre de magistrats, etc., mais de la dépense publique qui est faite pour la justice. Et on voit les conséquences, délai de traitement, le fait que les enquêtes soient extrêmement longues, le fait qu'il y ait peu de collégialité, que la collégialité soit en recul. Donc à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Mais il y a un problème dans l'architecture même de la justice, par-delà les moyens. Comment elle est organisée ? Si vous regardez dans le détail comment c'est présenté aux parlementaires chaque année, il y a une mission justice, un grand J. Là-dedans, il n'y a pas que les tribunaux. Dans la même mission justice, il y a l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide aux victimes, la justice judiciaire, qui a un programme, c'est le programme 166, etc. Il y a 6 programmes. Il y a conduite des politiques du ministère de la Justice aussi, et puis un dernier dont j'ai plus mémoire en tête. Nous sommes, et le rapporteur et moi-même, pour scinder ce qui relève de la justice judiciaire et ce qui relève de l'administration de la justice. En gros, grosso modo, qu'on mette d'un côté l'administration pénitentiaire et de l'autre la justice judiciaire. Pourquoi ? Parce que vous faites tous berner, comme beaucoup de parlementaires, sur le fait que chaque année, on vous dise que le budget de la justice augmente. Et substantiellement. C'est essentiellement l'administration pénitentiaire qui augmente. Je vous rappelle que pour le budget 2020, la justice judiciaire, c'est 0,32% d'augmentation, 2019-2020, et l'administration pénitentiaire, 5,5%. Et ce qui vous fait un global à la fin, 3,5% d'augmentation du budget de la justice. Donc c'est bon, ça va, parce qu'effectivement, les magistrats, les greffiers, les avocats, quand ils vont au tribunal, ils disent mais elle est où l'augmentation significative de la justice, le budget jamais atteint depuis des années, etc. Le distinguo est quand même connu
Il est... Pas du grand public, mais au moins je ne ferais pas croire que les magistrats ne savent pas que l'essentiel du... Ah, eux, ils le savent parfaitement. D'ailleurs, ils nous l'ont dit dans 100% des auditions. Le point de départ de la discussion avec le rapporteur, c'est que nous avons une divergence sur ce sujet-là, le point de départ, au début de la commission. Il me dit, très clairement, très tranquillement, Hugo, on va pas regarder les questions de budget, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. C'est ça le point de départ. Et moi, je lui dis, non, c'est pas possible. On va le faire. Tous les mots magistrats qu'on va questionner, on va leur dire qu'est-ce que vous dites du budget et est-ce que ça a un lien avec l'indépendance. Quand vous dites qu'il manque de magistrats, donc on ne peut pas faire la collégialité, donc on fait des enquêtes trop vite, elles ne sont pas à charge et à décharge, mais essentiellement à charge, vous voyez bien les liens avec l'indépendance de la justice. Là, on les voit. Quand on vous dit les sous pour payer les experts judiciaires, pour payer les expertises, les experts se faisant payer 6 mois, 1 an après, ils ne reviennent plus la fois d'après. La justice a un mal fou à trouver des experts. Et alors du coup, on juge sur la base de quoi ? Sur des expertises qu'on n'a pas parce qu'on ne les a pas payées ? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et c'est pas ça qu'on attend de la justice, c'est de son indépendance, c'est-à-dire de sa capacité à avoir tous les éléments à sa main pour se prononcer à charge et à décharge, de manière impartiale, etc. Donc, c'est un acquis de la commission d'enquête que d'avoir tout un paragraphe de la part du rapporteur sur les questions budgétaires et sur le fait de se dire, nous proposons que le Conseil supérieur de la magistrature donne chaque année son avis sur le budget de la justice judiciaire. Alors, c'est pas une révolution, c'est pas extraordinaire, mais ce serait institutionnalisé. Ce serait institutionnalisé parce qu'eux, ils connaissent. Vous savez ce que c'est le programme du Conseil supérieur de la magistrature. Ils font le tour des juridictions. Vous allez sur leur site, nous sommes allés voir telle juridiction, et ils font le tour des juridictions. Tous les ans, et ça fait tout le tour. Voilà. Alors, ils ne font pas toutes tous les ans, mais sur 3 ou 4 ans, ils ont fait absolument tout le tour des juridictions où ils vont discuter avec eux de leur fonctionnement, l'organisation, le budget, etc. Donc ça va, ils connaissent les manques, les problématiques, les besoins, etc. Donc il faut renforcer et responsabiliser ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans notre esprit, clairement, pour nous, indépendance, ça rime aussi avec pouvoir judiciaire. Ce n'était pas une erreur dans l'intitulé de notre commission d'enquête. On nous l'a souvent reproché en disant oui, mais attendez, sous la 5e, c'est une autorité. Excusez-moi, moi je suis pour passer une 6e République, donc je ne me sens pas trop lié par la 5e, même si je connais les textes en vigueur, je ne les méconnais pas, loin s'en faut. Mais de se dire que finalement, si c'était un pouvoir, il y aurait peut-être davantage, il serait souhaitable qu'il y ait davantage de contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir ne peut pas être que celui de l'exécutif ou du législatif. Mais quand même, je vais d'abord m'attarder sur le pouvoir législatif. Pour nous, il n'est plus possible d'avoir des circulaires de politique pénale. Il faut des lois de politique pénale. Pourquoi ? D'une part parce que le garde des Sceaux qui arrive avec sa circulaire, ce n'est que sa circulaire. S'il arrive avec une loi de politique pénale, y compris devant la magistrature indépendante, il a tout le pouvoir de la loi avec lui. Toute la légitimité de la loi avec lui. Et ça, c'est très, très déterminant. D'ailleurs, beaucoup de magistrats, et même beaucoup de gardes des Sceaux, en fait, finissent par se plaindre, dans nos auditions ou dans d'autres, que finalement, vous savez, les circulaires, on les fait, mais elles ne sont pas toujours respectées, etc. Ce qui est un problème en soi. C'est un problème, parce que qui décide de la conduite de la politique pénale ? C'est quand même le garde des Sceaux. Donc, on est pour que ce soit une loi. Et puis aussi parce qu'on n'est pas pour que ça change de circulaire tous les 4 matins. C'est-à-dire que ça y est, vous avez des gilets jaunes, bim, vous faites une nouvelle circulaire pour appréhender tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Y compris la politique pénale doit avoir un minimum de stabilité pour avoir sa pertinence. Ça ne peut pas être des coups de menton permanents à telle ou telle actualité. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement déterminant d'avoir une loi de politique pénale. Et puis, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature, tout comme les conseils de juridiction, tout comme les juridictions en tant que telles, fasse entrer et la société civile, premièrement, massivement et majoritairement, et des citoyens tirés au sort. Alors, on a trouvé une petite astuce, parce qu'à chaque fois que j'avançais cette idée dans les auditions, en disant, mais attendez, vous faites des cours d'assises avec des jurés, et tout le monde trouve ça génial, en disant c'est l'idéal de justice, ça fonctionne parfaitement bien, la justice est rendue du coup au nom du peuple français, d'ailleurs il y en a quelques-uns qui sont jurés, mais vous passez votre temps à faire des cours criminels départementales, à machin, etc. Mais bon, en tout cas vous trouvez ça très bien. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre des citoyens qui sont des véritables contre-pouvoirs à l'intérieur du Conseil supérieur de la magistrature et à l'intérieur des conseils de juridiction dans chacune des juridictions ? Ah, c'est trop compliqué, ils ne sauront pas, il faut y passer du temps, etc. Bon,
Au moins, la Convention citoyenne sur le climat nous aura fait une démonstration que quand on donne un mandat à des gens tirés au sort, qu'on leur donne les moyens de s'y intéresser, ils s'y consacrent. Et quand ils s'y consacrent, ils arrivent à avoir un avis d'ailleurs parfois souvent très tranché, et à se positionner sur des questions. Donc moi, je ne me fais pas de difficulté là-dessus. C'est déterminant qu'il y ait cette boucle qui soit bouclée. La justice est rendue au nom du peuple français, il faut que la magistrature, les magistrats, parquets et sièges, puissent rendre des comptes au peuple français, et que le peuple français ait le droit de dire son mot. Et on propose que ce soit par le biais de personnes qui soient tirées au sort parmi les jurés tirés au sort de la justice. Comme ça, on a déjà des gens qui ont eu affaire à la justice. Alors ok, les jurés d'assises, c'est quelque chose de très particulier, c'est les crimes, c'est le pénal, c'est pas l'ensemble de la justice. N'empêche qu'au moins, on a des gens qui ont été un peu formés au fonctionnement de l'institution judiciaire, qui ont vu d'un peu près, qui ont eu à se prononcer concrètement sur des affaires criminelles, qui n'est pas une mince affaire. Donc, de se dire qu'au moins, on pourra avoir ça, et puis d'élargir à la fois dans le Conseil de juridiction et le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il y ait des représentants des notaires, des représentants des huissiers, davantage de représentants des avocats, qu'il y ait des représentants d'associations d'aide aux victimes, dont tout le monde se fiche d'habitude. Le justiciable et la victime lambda pourraient être là. On pourrait imaginer qu'il y ait un collège électoral d'anciens détenus qui puisse expliquer les conditions carcérales, etc., au sein du Conseil supérieur de la magistrature et des conseils de juridiction, enfin d'avoir tous ces éléments-là autour de la table, de démocratiser la justice, qu'elle soit vraiment au service et au nom du peuple français. Ça me semble être des propositions qui sont extrêmement importantes. Et puis sur la police, on y a passé un peu de temps. Pas tant que ça, mais on a pris le pli de tous les magistrats de leur demander leur relation avec la police. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on s'intéresse à la justice, on en finit par oublier la police. Or, qui conduit les enquêtes ? Qui conduit, à part si ce n'est les policiers ? Or, la police judiciaire, d'ailleurs, les missions de police judiciaire, je l'ai mis dans mon avant-propos, mais c'est pas que la police nationale, la gendarmerie nationale. Il y a les douanes, il n'y a pas que les douanes d'ailleurs. Hein. Les inspecteurs du travail ont quelques qualifications judiciaires. Il y en a plein d'autres qui ont des qualifications judiciaires. D'ailleurs, on est pour étendre les qualifications judiciaires d'un certain nombre de fonctionnaires de l'URSSAF, etc., parce qu'ils connaissent leur métier et qu'à un moment donné, ils pourraient donner des éléments dans le cadre d'une enquête. Bref, il faut que une partie des effectifs de police judiciaire, tout ou partie, je ne sais pas si c'est tout ou partie, mais ça fait partie des éléments de discussion, mais qu'ils soient rattachés par voie de détachement ou de mise à disposition, peu importe, auprès des magistrats, notamment à l'instruction. Ça me semble déterminant. Quand je vois dans les auditions comment sont faits les arbitrages, c'est-à-dire d'une manière tellement nébuleuse qu'on ne comprend rien, entre telle ou telle enquête, savoir est-ce qu'on met sur l'affaire Sarkozy, est-ce qu'on met 3, 4, 5 personnes, sur l'affaire Cahuzac, combien on en met, etc. Puisque c'est le même service qui est sollicité à un moment donné par plusieurs enquêteurs, enfin plusieurs magistrats, plusieurs enquêtes. Comment se font les arbitrages ? Finalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait les arbitrages en définitive. Alors qu'en théorie, dans le code de procédure pénale, la conduite des enquêtes, elle est bien faite par les magistrats, que ce soit au parquet ou au siège. Donc de résoudre cette équation et de se dire, voilà, on veut que l'indépendance de la justice se parachève en ayant des fonctionnaires de police, des officiers de police judiciaire qui soient détachés auprès de la magistrature, nous paraît quelque chose de terriblement déterminant. Et j'achèverai en vous disant que pour nous, il faut aussi que le juge redevienne le gardien des libertés individuelles. Ça passe par les moyens, ça passe par tout ce que je vous ai dit, les officiers de police judiciaire, les moyens, etc. Mais on ne peut pas avoir des magistrats qui finalement se contentent de faire des enquêtes à charge parce qu'ils n'ont pas le temps de faire le reste. Ils doivent être le gardien des libertés individuelles. La détention provisoire ne peut pas être la norme. Ça doit être l'exception. C'est pas possible que vous ayez environ 50% des effectifs des maisons d'arrêt qui soient des prévenus. C'est pas vrai qu'on a besoin de tous les avoir en prison sous la main parce qu'ils se présenteraient pas le jour de l'audience. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on progresse là-dessus. C'est déterminant. Et puis, on pourrait imaginer, parce que c'est déjà fait dans un certain nombre de départements, que des procureurs, que les substituts des procureurs, soient directement dans les commissariats de police.
Alors moi, je pensais innover drastiquement, etc., faire des trucs géniaux, mais ça se fait dans quelques départements. Alors c'est un substitut de liaison qui vient un coup de temps en temps dans le commissariat. Mais si vous regardez l'audition qu'on a fait avec les syndicats de police, ils en sont tous parfaitement contents. Parce qu'ils l'ont sous la main, ils débrouillent tous les dossiers qui traînent là, machin, où ils n'ont pas de réponse au téléphone en traitement en temps réel ou en pas temps réel d'ailleurs du tout, et tout le monde est content. Et ça résout l'équation de dire que c'est le parquet ou le juge d'instruction qui conduit l'enquête. Enfin, ça se matérialise, il conduit l'enquête. On voit souvent dans les films, y compris à la française, vous avez le magistrat qui est avec les enquêteurs autour de la table et qui va se faire telle enquête, etc. Bon, dans la réalité, ça n'arrive pas souvent, voire quasiment jamais. Au moins, on aura fait utile si on arrive à faire progresser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la volonté de l'intégralité des parlementaires de la commission d'aller plus avant et de défendre ces éléments, les éléments qui peuvent nous réunir. Moi, je vais plus loin sur plein de sujets, mais il y a plein d'éléments qui nous réunissent. À la fois, la prochaine échéance, en fait, c'est la loi de finances. Je vous ai parlé de la distinction administration pénitentiaire, justice judiciaire. La prochaine échéance, c'est la loi de finances, sur laquelle on va parler budget. Le gouvernement a annoncé un budget comme jamais pour la justice. Alors, on verra. Chiche, on vous prend en mot. On ira regarder. Est-ce que c'est la mission justice? Est-ce que c'est tout pour l'administration pénitentiaire parce qu'on va encore construire des prisons? Est-ce que les tribunaux en verront la couleur? Etc. etc. Vous pourriez demander un amendement pour préciser, pour distinguer les choses. Exactement. On pourra faire en loi de finances un amendement pour séparer les missions, etc. Bon. Et si on ne peut pas le faire parce que c'est du domaine réglementaire, on pourra au moins le suggérer et les pousser à se positionner. Moi, j'attends. J'avais laissé mes coordonnées. Alors, il y a eu un article du Canard enchaîné disant que Jean-Luc Mélenchon avait laissé ses coordonnées à Éric Dupond-Moretti. Bon, là, il n'a pas eu de réponse formelle, si ce n'est l'article du Canard enchaîné. C'était une forme de réponse en soi. Mais je vous informe que moi aussi, j'ai laissé mes coordonnées téléphoniques à Éric Dupond-Moretti, qui ne m'a toujours pas répondu à ce jour à cette heure, et que, puisqu'il a dit qu'il voulait discuter avec tout le monde. Hein, ben voilà, je suis disponible. On a un document là. D'ailleurs, le rapporteur aussi, j'imagine, de La République en marche. On est disposé, on a plein d'idées pour réformer la justice. Il y a un certain nombre de choses qui sont du domaine du réglementaire qu'il peut faire tout de suite. Il veut faire des histoires de bonnes pratiques, etc. Ben allons-y. Sur le budget, il y a plein de choses qui se tiennent des bonnes pratiques. Il n'y a pas besoin, quand on dit qu'on veut un BOP, un budget opérationnel de programme par cours d'appel, truc technocratique que personne ne comprend, mais moi je le comprends bien parce que c'était mon métier avant, ben ça, il n'y a pas besoin de faire une loi. Hein. Ça prend 5 minutes, il le décide, et puis en avant, c'est parti, quoi. Donc, toutes ces choses-là, on est disposé. Et puis, je terminerai par les parjures, puisque c'est... Oui. Enfin, si je peux, sur les oui, allez-y. Il y a juste un truc dont vous n'avez pas parlé, et pour le coup, j'avais noté une différence avec le rapporteur, c'est sur les remontées d'informations. Oui, sur les remontées d'informations, pardon. Effectivement. J'en finis par oublier... Non. Alors oui, lui est pour dire... les remontées d'informations, aujourd'hui, c'est une circulaire. Il faut que demain, ce soit une loi. Ce serait un progrès, parce que je l'ai mis dans mon avant-propos comme étant les choses qui vont dans le bon sens. Que si demain on me le proposait dans l'hémicycle, je voterai pour. Parce que ce sera mieux que ce qui est de l'existant, indéniablement. Est-ce que ça va assez loin? Non. Moi, je suis pour arrêter les remontées d'informations, sauf cas exceptionnels, où il y a un besoin d'en connaître, parce que ce sont des événements d'envergure, les attaques terroristes, un crash d'avion, etc. Voilà, ce genre de choses où tout le monde comprend bien la raison pour laquelle l'exécutif a besoin de connaître l'information. Mais du reste, ce sont des conneries quand on nous dit qu'on a besoin de remontées d'informations pour faire la politique pénale. C'est pas vrai. En quoi les remontées d'informations sur l'affaire Fillon ont permis de faire évoluer la politique pénale du pays? En quoi? Et sur l'affaire Cahuzac, et sur l'affaire Benalla, et sur l'affaire Kohler, à quoi ça sert? À quel moment on m'a dit « Ah ben vous comprenez, dans ce nouveau texte de loi, on a proposé de modifier tel article du Code pénal au Code de procédure pénale parce que on a vu que dans l'affaire Benalla ou dans l'affaire Fillon, ça n'arrive jamais, c'est pas vrai. » Et même j'ai expérimenté, souvenez-vous, j'ai expérimenté la véracité de ce qu'on me racontait en audition. On m'a raconté, à plusieurs reprises, qu'au fond, la remontée d'informations dans les affaires individuelles, ça servait au ministre au cas où il y a des questions médiatiques ou s'il y avait des questions de parlementaires, notamment en questions au gouvernement, pour ne pas être pris au dépourvu et savoir quoi répondre et donner des informations. Bon, ben j'ai essayé. J'ai posé une question à Nicole Belloubet à l'époque sur l'affaire d'Alexis Kohler, et d'ailleurs j'ai dit en préalable que je posais cette question
parce que je savais que les remontées d'informations servaient à répondre aux questions au gouvernement. Et donc je lui dis, que savez-vous de cette affaire ? On nous explique qu'Emmanuel Macron aurait signé de sa main un courrier attestant que M. Kohler, à l'époque où il était sous ses responsabilités, il était tout à fait au courant des liens qu'il avait avec MSC, le croisiériste, qui est la propriété de son cousin, et qui a été fondé par son grand-père. Nicole Belloubet a dit je ne sais rien sur le sujet, non, pas au courant, etc. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas été au courant, vu le classement sans suite qui a eu lieu au sein du PNF. Souvenez-vous, à l'été, pendant l'intérim, une fois qu'Eliane Houlette était partie et avant que son successeur soit désigné. Ça faisait partie des questions qu'on a d'ailleurs posées à Mme Chanrenaud sur l'intérim, où elle nous a expliqué qu'il y avait des clans au PNF et que du coup elle a préféré mettre quelqu'un de chez elle, une avocate générale en l'occurrence en intérim, plutôt que de satisfaire l'un des clans. On aura appris d'ailleurs par là qu'il y avait d'une des clans dans la justice et de deux que le procureur général pouvait avoir accès à toutes les informations des enquêtes sensibles, alors que c'est le procureur général de Paris, la personne la plus proche du pouvoir exécutif. Non, ça suffit avec toutes ces choses-là. Non, ça suffit, ce n'est pas nécessaire, et en plus ça indispose le ministre. Je dis indispose, je suis sympa. Ça le met dans une réelle difficulté. Souvenez-vous, et d'ailleurs je l'ai interpellé sur ce mode-là, Christiane Taubira qui dit « Oui, je ne sais rien sur l'affaire Sarkozy », et puis devant elle, il y avait le papier, alors c'est vos confrères qui l'avaient remarqué, qu'elle avait la fiche d'action publique, là, la remontée d'informations, en gros, concrètement, qui disait tous les éléments qu'elle avait sur l'affaire Sarkozy. Bon, ça la fout mal, et parce que finalement, elle a l'information, mais elle ne peut pas trop en dire grand-chose, parce que sinon, elle pourrait violer le secret de l'instruction, ou de l'enquête, en fonction de là où ça en est. Et si elle dit qu'elle ne sait pas alors qu'elle sait, c'est pareil, ça la fout mal. Bon, ça suffit, quoi. Il y a une forme d'aveu dans la proposition du reporter, quand même, parce que quand on les interroge depuis le départ, on dit qu'il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de remontée d'informations juridiques, il n'y a plus de remontée d'informations sur les dossiers. Or, quand on lit sa proposition, il reconnaît bien qu'il y en a et il demande à ce que ce soit mieux encadré. Oui. Alors ils disent. Depuis le départ, ça n'existe plus depuis. Alors ils disent. Depuis l'affaire Urgoas. Ils disent ça existe, mais ce n'est que les éléments passés de l'enquête. Et pas les éléments à venir. On n'annonce pas les futures perquisitions, on n'annonce pas les futures auditions, etc. Mon petit doigt me dit que c'est pas complètement conforme à la réalité, mais à la limite, on s'en fiche. Imaginons que ce ne soit que les éléments antérieurs à l'enquête. Ça peut être de la veille, ça peut être d'il y a 6 mois comme de la veille. Dans l'affaire Fillon, les éléments qui remontaient, c'était de la veille. Les auditions de la veille, les perquisitions de la veille. On voit bien l'intérêt qu'il y a pour un pouvoir à savoir ce qui s'est passé dans la perquisition de la veille. Alors certes, c'est pas le PV de la perquisition, c'est la synthèse du PV. Mais de vous à moi, vaut mieux se taper la synthèse, qui est beaucoup plus rapide à lire, où il y a tous les éléments saillants tout de suite, que lire l'intégralité du PV. C'est quand même plus efficace et plus rapide. Donc, qu'on ne vienne pas me raconter que c'est pas si grave parce que c'est des éléments passés et que ça vient juste d'arriver et que c'est pas ce qui va les actes d'enquête à venir. Oui, c'est un problème de fond majeur et c'est pourquoi il faut arrêter avec ça. Il faut les interdire. Par contre, il faut que le procureur de la République, il faut que le juge d'instruction puisse rendre des comptes devant le conseil de juridiction, devant le conseil supérieur de la magistrature, devant les voies de recours à la chambre de l'instruction ou devant le procureur général en fonction de là où en est l'enquête. Et ça, ces voies de recours, aujourd'hui, ce sont des voies sans issue, parce qu'il y a des piles comme ça, que c'est pas traité, qui manquent de magistrats, tout le monde connaît ça. Donc, moi, je suis pour que tous ces gens-là rendent des comptes, mais aussi pour les renforcer dans leur pouvoir et leurs prérogatives. Mais il faut que ça se tienne, il faut que l'ensemble se tienne. Il faut que le conseil le ministre de la Justice, moi je suis pour qu'il préside le nouveau conseil supérieur de la magistrature, mais qu'il soit minoritaire dans son conseil supérieur de la magistrature. Il le préside, mais minoritaire. Donc il vient rendre des comptes, animer, etc., à l'heure du jour, etc. Mais au fond, c'est pas lui qui décide à la fin. Parce que ça doit être une interaction entre les différents pouvoirs, une séparation entre les différents pouvoirs et un contrôle réciproque. Et il faut que les citoyens puissent y mettre leur grain de sel à tous les échelons. Ça me semble être les meilleures garanties démocratiques qu'on peut donner. Après, ça dépend des individus aussi. Et là, on a beau donner toutes les meilleures garanties, il y aura toujours un qui déconnera parce qu'il a plus de pouvoir. Mais celui-là, il faut qu'on puisse le traiter dans les cadres procéduraux qui sont prévus. Je vous livre les parjures.
Donc 6 parjures. Est-ce que tu as un exemplaire, Antoine tu peux les donner à tout le monde. Alors, du coup, il y en a 5, je crois, dans la pochette, parce que le 6e est en cours de rédaction. Je vais faire dans le désordre. Je vois, ça vous fait sourire. Donc le premier, dans le désordre, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui s'était permis de dire devant la commission d'enquête qu'il ne connaissait pas les organisateurs des manifestations policières devant les institutions. Ça a été relevé par la plupart des organes de presse. Alors je ne sais pas s'il le dit pour fanfaronner, pour faire un pied de nez, parce que le président de la commission d'enquête est de la France Insoumise et que ça l'amuse, mais on est dans une commission d'enquête. On est dans une commission d'enquête. Et ce n'est pas admissible que le préfet de police de Paris se croie à ce point au-dessus des lois qu'il vient nous raconter qu'il ne connaît pas les organisateurs de manifestations. Donc nous verrons les suites qui seront données à ce premier parjure. Deuxième parjure, Rémi Hetz. Alors là, effectivement, on verra ce que ça donne, puisque je m'adresse à Rémi Hetz, procureur de la République, pour un parjure fait par Rémi Hetz, procureur de la République, auditionné par la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de la justice. Espérons qu'il dépayse, en tout cas, on verra. Mais même sur un certain nombre d'autres affaires, qu'il dépayse aussi sur le préfet de police, etc., ça ne me semble pas scandaleux, bien au contraire. On verra. Pourquoi on transmet un parjure sur M. Rémi Hetz ? Il a déclaré devant notre commission d'enquête que pour lui, il n'y avait pas de difficulté sur les instructions qui avaient été données aux substituts de permanence pendant les manifestations des Gilets jaunes suite à la circulaire de politique pénale de la garde des Sceaux, où il avait été indiqué, ça avait fuité d'ailleurs dans la presse, qu'il y avait des instructions pour garder à vue, pour maintenir en garde à vue, des personnes contre lesquelles on n'avait rien, mais pour éviter qu'ils aillent grossir le rang des manifestants. Ce qui n'a rien à voir avec le code de procédure pénale, mais rien du tout, et même bien au contraire. Je vous rappelle que, même si le procureur est habitué à poursuivre à charge, qu'il est lui aussi le garant des libertés individuelles, et que la liberté est la norme, et pas l'exception avec laquelle on s'arrange. Ça reste la norme. Bon. Et donc, il a témoigné ça, et puis ensuite, il nous a communiqué les documents, le memento, l'instruction qu'il a donnée au substitut, au rapporteur, qui a pu être consulté par les membres de la commission, dont moi-même, et qui vient démentir absolument sa version des faits. Enfin, ce qui est écrit noir sur blanc n'a rien à voir avec ce qu'il a raconté devant la commission d'enquête. Et on parle de gens dont on n'a pas restreint, limité la liberté d'aller et venir pendant parfois plus de 24 heures, alors qu'on n'avait rien à leur reprocher. Dans un état de droit, ce n'est pas admissible. Nous avons ensuite Jean-Michel Prêtre. Jean-Michel Prêtre, qui était le procureur de Nice, qui a instruit l'affaire Geneviève Leguet. Souvenez-vous, il a modifié sa communication de sorte à ne pas trop dire de choses différentes par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, président de la République. Que ce soit un peu raccord. Il a dit qu'il avait différé sa communication, séquencé sa communication. Et on l'a interrogé notamment sur l'enquête qui avait été ouverte contre vos confrères de Mediapart sur la violation du secret de l'instruction. Et il a dit ne pas être au courant de cette enquête ouverte pour violation du secret de l'instruction. Mes sources, je vais faire valoir le secret des sources moi aussi, il n'y a pas que vous, m'indiquent que l'enquête a été ouverte alors que Jean-Michel Prêtre était encore procureur de Nice. Et donc je vois mal, au regard de la fameuse remontée d'informations, de l'unicité du parquet et de tout ce que vous savez, comment Jean-Michel Prêtre ne savait pas qu'il y avait une enquête ouverte pour violation du secret de l'instruction. Ça, c'est le 3e parjure. 4e parjure, évidemment, je dis évidemment parce que ça vous semble évident, j'en suis sûr, c'est un double parjure. Alors, je ne sais pas si c'est un double parjure. En tout cas, l'un des deux ou l'une des deux ment et l'une des deux dit la vérité. Il s'agit bien des deux versions différentes de Eliane Houlette et Catherine Chanrenaud concernant les remontées d'informations dans l'affaire de François Fillon. Puisque d'un côté, on a Madame Chanrenaud qui nous dit « Non, mais moi j'ai demandé 4 remontées d'informations » et Eliane Houlette qui nous dit avoir fait remonter des informations
alors au moins plus d'une dizaine, qu'elle aurait les documents, des interrogations qu'elle a eues du parquet général. Bref, ça ne coïncide pas, ça ne concorde pas, les deux témoignages n'ont rien à voir l'un avec ne disent absolument pas la même chose. Donc je les transmets une nouvelle fois, comme les autres, à la justice pour qu'ils puissent éclairer ça, même si le Conseil supérieur de la magistrature lui-même s'est saisi des faits, mais le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas la justice, et on se situe bien dans la justice pénale avec les parjures. 5e parjure, Frédéric Vaux, actuel directeur général de la police nationale. Pourquoi ? Alors celui-là, c'est pas tant que j'avais la certitude qu'il m'ait menti pendant l'audition. Bon, j'arrivais pas à croire qu'il y ait le secret de l'enquête respecté par les policiers, qu'il n'y ait pas de remontée d'informations au ministre de l'Intérieur, que ce soit uniquement pour des raisons d'ordre public, comme on nous le raconte. Je n'arrivais pas à y croire, mais bon, j'avais pas d'éléments. Et puis là, vos confrères de Mediapart, au milieu de l'été, nous livrent des interceptions judiciaires de Bernard Squarcini, échangeant avec diverses personnes. Et il y a 2 écoutes. Alors il y en a une qui concerne Frédéric Vaux directement, puisqu'il l'appelle pour une histoire de mutation de personnel de la police judiciaire à Montpellier, des personnes qui sont en lien avec Michel Thomy, un des responsables de la mafia corse qui a été condamné depuis en 2018, très en lien avec Bernard Squarcini. Et au détour de la discussion, ils échangent sur une enquête en cours pour trouver un monsieur Gemini, qui est recherché par la justice. Alors, il explique que si Michel Thomy me file des infos, alors bon, enfin, tout ça très tranquillement, sans aucune problématique. Donc là, vous avez des liens bon, clairement dans des enquêtes en cours de personnes qui discutent avec quelqu'un qui n'est manifestement plus au ministère de l'Intérieur. Et si vous reliez ça avec la 2e interception judiciaire sur l'affaire Cahuzac, alors c'est pas Frédéric Vaux qui est entendu dedans, mais vous apprenez au détour des discussions qu'il y a bien des notes administratives, c'est-à-dire pas versées au dossier judiciaire, sur des éléments de l'enquête en cours, qui remontent au ministre de l'Intérieur et en l'occurrence au cabinet de la présidence de la République, de manière systématique, et régulière, et récurrente, et qui ne pouvaient passer, y compris sur l'affaire Cahuzac, que par la DCPJ, dont Frédéric Vaux était le directeur adjoint. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Après, encore une fois, sur les différents parjures, le procureur a charge à lui de faire des investigations. Hein. Moi, j'ai pas la vérité révélée, j'ai pas de service d'enquête. Je suis une commission d'enquête, mais j'ai pas de service d'enquête. Je peux pas faire d'interception judiciaire en l'occurrence. Je peux pas demander à convoquer des gens. Alors, je ne peux plus parce que je ne serai plus commission d'enquête à les convoquer. Je peux pas faire de perquisition chez eux, etc. À charge à la justice. Et puis il y a un 6e parjure qui est en train d'être rédigé, puisqu'il m'a été demandé ce matin à la commission d'enquête par le groupe Les Républicains, et je vais y donner suite. C'est un parjure sur Jean-Michel Ayat, qui a témoigné devant nous sur la question de la désignation du juge Tourner. Si vous regardez l'audition, il explique précisément pourquoi il choisit le juge Tourner. Et il avance un certain nombre d'arguments. Il passe les magistrats du pôle de l'instruction en revue un à un. Comment ? Oui, dans l'affaire Fillon. Il les passe en revue un à un. Il dit, celle-là, je ne lui donne pas parce que son papa est anti-Sarkozy, celui-là, je ne lui donne pas parce qu'il a déjà des affaires sur le Front National, celui-là, etc., etc., etc. Il s'est trompé, d'ailleurs, vos collègues l'ont interrogé, et il nous a transmis une rectification écrite complémentaire revenant sur sa déposition. Donc on pourrait dire qu'on en reste là. Mais même avec sa rectification qu'il a faite, il n'en reste pas moins que ce qu'il a dit n'était pas vrai, que Renaud Van Ruynbeck, dont il a dit qu'il avait encore des affaires sur la droite et Sarkozy, en fait n'en avait plus qu'une qui était Balkany et qui était en fait d'ailleurs en fin d'instruction, et que M. Tourner avait bien l'essentiel déjà à sa charge, l'essentiel des affaires concernant les Républicains, ex-UMP, et Nicolas Sarkozy. Donc là, le témoignage ne tient pas. Enfin, je veux dire, bon là, après, peut-être que l'essentiel de ce qu'il a dit était juste et ce qui a motivé sa décision, mais c'est quand même compliqué puisque son audition, il l'a préparée.
Enfin, il savait qu'on allait l'interroger, c'était sa deuxième audition. Il a été prévenu qu'il allait être interrogé sur les conditions de désignation du juge Sertourneur. Comment on peut avoir autant d'inexactitudes devant une commission d'enquête qu'on a préparée sur un sujet pas du tout secret et connu à l'avance, ça m'interroge. Surtout qu'aujourd'hui, il est premier président de la Cour d'appel de Paris. Donc voilà, tout ça est tombé dans l'escarcelle du procureur de la République Rémi Yates, dont on attend beaucoup en la matière. Donc en fait, vous dites qu'il y en a 6, mais il y en a 7. Enfin, il y en a un, c'est le double signalement. Oui. Oui, il y a 7 personnes concernées, mais il y a 6 signalements parce qu'on l'a mis dans le même document, parce que c'est la... Enfin, je ne voyais pas faire 2 signalements distincts. Oui, exactement. D'ailleurs, à tous les coups, il y en a une des deux qui n'est pas parjure. Bah oui. Exactement. Mais il y en a une des deux qui est parjure. Mais c'est pas... je suis pas... j'ai pas de service d'enquête à ma disposition. Et si on me donne la PJ, moi je veux bien, hein, je m'en charge, pas de problème. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On peut vous citer là-dessus. Si on me donne la PJ, je m'en charge, ça ferait une belle citation. Ah bah si vous voulez, si vous voulez. J'ai dit que je voulais être ministre de l'Intérieur et comme pour l'instant on n'a pas fait la séparation des pouvoirs. Non mais pareil, au regard de ça, je vous donne un autre exemple, mais ce qui s'est passé à Grenoble, avec Darmanin qui débarque, qui fait une opération. Soit il y a un problème judiciaire, on dit il y a un clip, alors on a su que c'était un clip de rap après, mais soit il y a des gens en armes dans la rue, etc., il y a une enquête qui est ouverte, et c'est le parquet qui conduit une enquête de police, c'est-à-dire un déploiement de policiers, faire des... Soit il y a un problème du fait que ce soit le ministre de l'Intérieur qui dit sur ma décision, nous avons fait une grande opération policière pour choper 2 scooters et 50 types qui fumaient du shit. Bon. Même là, on voit qu'il y a une problématique d'indépendance de la justice, une instrumentalisation très claire des moyens de police judiciaire, une confusion totale entre police administrative et police judiciaire, sur le seul fait du politique. Enfin, mais c'est tout le temps, hein, c'est pas une nouveauté, hein, ça arrive tout le temps, quoi. Mais là, c'était vraiment flagrant, quoi. Et puis flagrant d'un échec total, puisque l'enquête montre, alors ils essayent de tous garder la face, ils disent oui, c'était peut-être un clip de rap, mais l'enquête est toujours en cours. Bon, dépêchez-vous de classer sans suite, quoi. Par contre, dépêchez-vous de mener les enquêtes judiciaires pour démanteler les réseaux. Dépêchez-vous de vous organiser. Il paraît qu'il y a un office central nouveau, flambant neuf, là, qui est prêt à en découdre avec les narcotrafiquants. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, cet office, comme beaucoup d'offices centraux, ce n'est pas un magistrat à sa tête. Il y a un magistrat ou un ex-magistrat en numéro 2. À la différence du service national des douanes judiciaires, qui, lui, est conduit par un magistrat. Et ça change les relations avec la magistrature. C'est beaucoup plus fluide côté SNDJ, clairement, ça se passe beaucoup mieux. Et puis, c'est dans l'épure du code de procédure pénale. C'est qui l'autorité de poursuite? C'est qui conduit les enquêtes? C'est bien le procureur de la République ou le juge d'instruction, personne d'autre. Personne d'autre. Du coup, voilà, j'écoute vos questions si vous voulez des précisions sur le rapport, sur les suites. Vous les avez envoyés lundi, c'est ça? Non, ils ont été, on devait les envoyer lundi, mais ils ont été envoyés finalement aujourd'hui, formellement, en courrier accusé-réception, pour être précis. De toute façon, j'ai jusqu'au 7 pour les envoyer, puisque je suis président jusqu'à la publication du rapport, et que c'est le pouvoir du président de la commission d'enquête. C'est le titre, c'est votre fonction de président? Oui, exactement. Exactement. Donc c'est pas un article 40. Et là-dessus, ça a mérité, est-ce que ça a suscité un vote aussi de l'ensemble de la commission? Non, non, c'est un pouvoir propre du président. Donc je les ai informés ce matin. Et quelles ont été les réactions? Néant. Pas de réaction. Si, la seule, c'était le collègue Olivier Marlex, au titre du groupe Les Républicains, qui m'en a demandé d'en mettre un 6e, auquel je vais donner suite. Voilà. Je pense que il y a quand même un précédent. Sous cette mandature, il y a 3 parjures qui ont été transmis à la justice, enfin, à ma connaissance. J'en vois pas d'autres. C'est les 3 de l'affaire Benalla du Sénat. Commission d'enquête du Sénat. 3 classements sans suite. Chacun conclut ce qu'il veut conclure, hein, mais... Le Sénat, c'était par le biais du président du Sénat. Alors oui, parce que...
Oui, parce que en fait, l'ordonnance de 58, elle dit que la commission d'enquête peut transmettre des parjures. C'est soit le pouvoir du président de la commission d'enquête, soit sinon c'est le bureau de l'Assemblée concernée, donc du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Et comme ils ont transmis les parjures une fois que le rapport avait été publié, le seul moyen pour eux de transmettre le parjure, c'était de passer par le bureau du Sénat. Et donc à la fin, c'est le président formellement du Sénat qui transmet. Mais si après le 7, si je découvre qu'il y en a d'autres qui ont menti, probabilité, bah, je vais faire pareil. Après, je ne sais pas si ça va faire comme au Sénat et aboutir. Là, j'émets quelques doutes. Voilà, je suis pas devin, mais j'ai quelques doutes. Vous avez tenté de faire ça. Non, mais évidemment, c'était comme, souvenez-vous, au Sénat, et c'est à dessein que je vous parle de cette affaire-là, mais l'audition de Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, qui avait été entendu par la commission d'enquête sénatoriale conduite par Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, sur la question de l'évasion fiscale, qui avait déclaré ne plus avoir d'activité au Panama. Les Panama Papers ont été, c'est 2015 je crois, c'est 2 ans après, forcément il n'était plus président de la commission d'enquête à ce moment-là, il a saisi le bureau du Sénat qui avait refusé de transmettre le parjure. Par contre, ils avaient accepté de réauditionner Frédéric Oudéa pour qu'il puisse donner une autre version dans un cadre légal. En disant oui, peut-être qu'à l'époque j'ai pas bien dit que ce que je devais dire. C'était un peu borderline juridiquement, mais en tout cas il s'en est sorti comme ça. Sachant que vous savez que j'ai auditionné Jérôme Kerviel et que pour le coup, il n'y a pas de parjure dans l'audition de Jérôme Kerviel parce qu'il ne me semble pas qu'il ait menti. Par contre, il porte à ma connaissance des éléments qui me semblent constitutifs d'un certain nombre d'infractions. Donc je me réserve le droit, pour le coup, de faire des articles 40 à la suite de cette audition concernant l'affaire Kerviel et les magistrats qui sont en cause. Mais ça, c'est encore en cours. Sur les aspects de trafic d'influence, de magistrats, de corruption, trafic d'influence. Vous avez reparlé de Michel Masse, en fait. Mais c'est pas forcément lui qui est complètement à la manœuvre, mais il est dans le secteur, oui. Il y a un monsieur Aldebert qui est directement à la manœuvre, pour le coup. Oui, on va en reparler, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a quelques magistrats qui sont toujours en poste. Il y a quelques magistrats qui sont toujours en poste. Vous pourriez parler des avocats qui sont concernés également. Monsieur Reinhardt, s'il y a trafic d'influence, un trafic d'influence, il faut qu'il y ait une personne A et une personne B. Donc j'ai envie de vous dire, ma foi, c'est une probabilité non négligeable. C'est une probabilité non négligeable. Encore une fois, on transmettra les infos qui sont à notre disposition et puis charge au parquet ou à la procureure générale de donner suite. Après, ce que vous dites est intéressant, à savoir que c'est l'audition qui vous a permis de prendre connaissance de ces éléments et qui pourrait déclencher un signalement. Mais, sauf erreur de ma part, parce que j'ai écouté l'audition, mais ça remonte à début juillet, donc j'ai plus tout en tête, mais c'était déjà aussi connu. Enfin, il n'a pas attendu le mois de juillet pour le dénoncer. Oui. Vous faites bien de le dire. Non, c'est juste pour... Oui, mais tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il a indiqué qu'il y avait eu un dépôt de plainte. Exactement. Mais il paraît qu'on répond davantage à un parlementaire. Et que l'audition à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête donne un vernis de sacralisation, de sacralité, qui n'a rien à voir avec juste un dépôt de plainte comme ça. D'ailleurs, même si je transmets un parjure sur Jean-Michel Prêtre, souvenez-vous de son audition si vous l'avez suivi, si vous ne l'avez pas suivi, allez la voir. Il est content d'être auditionné par la commission d'enquête, alors qu'il sait que je vais le mettre en cause en tant que tel dans l'affaire Geneviève Le Guet, puisque on ne s'est pas caché, c'est dans notre propos introductif de la création de la commission d'enquête, mais il le prend comme un moyen de défense. Jamais il n'a pu être entendu publiquement. Dans aucune instance, ni devant le CSM, etc. À chaque fois, il y a des écrits, mais qui sont confidentiels. Il a eu une mutation d'office dans un contexte un peu particulier. Il n'y a pas eu d'audience disciplinaire publique. Il y aurait pu, mais il n'y en a pas eu. Donc il n'a pas pu se défendre publiquement de ce dont il était accusé publiquement. Et donc il s'est saisi de la commission d'enquête aussi pour se défendre publiquement et défendre son honneur. Et moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je suis pour les droits de la défense. Ça ne veut pas dire qu'il a dit la vérité et qu'il a raison. La preuve, je transmets un parjure. Mais
il a pu le faire. Et donc un certain Éliane Houlette, on lui dit oui, vous avez été interrogé par la presse juste avant votre départ en retraite et vous avez dit que vous n'avez jamais subi de pression. Alors elle voulait dire de l'exécutif, chose qu'elle a maintenue devant nous. Elle a dit devant nous ne jamais avoir eu de pression de l'exécutif. Elle a parlé de pression de sa hiérarchie. Quand même radicalement différent. Mais même les pressions de sa hiérarchie, elle ne les évoque pas. Elle aurait pu les évoquer sur l'affaire Fillon, parce qu'elle est interrogée directement là-dessus. Elle aurait pu les évoquer aux médias en question. Mais si elle le faisait, à quoi elle s'exposait ? Déjà là, elle le fait devant une commission d'enquête parce qu'on lui pose la question et qu'elle doit dire rien que la vérité, toute la vérité. Donc ça la protège en quelque sorte d'avoir dit ça dans le cadre d'une commission d'enquête. Alors ça la protège, bon, vous avez vu, l'Inspection Générale de la Justice, le CSM qui sont saisis, etc. D'ailleurs, la saisine du CSM du Président de la République, je ne sais pas si vous y avez regardé de plus près, mais la saisine en tant que telle, le Président de la République dit voilà, vous avez dit ça dans la commission d'enquête, nanana. Enfin, Éliane Houlette a dit ça dans la commission d'enquête, je saisis le Conseil supérieur de la magistrature pour dire qu'il vérifie que la procureure nationale financière a pu mener son enquête dans les machins, etc. Et il y a un petit paragraphe avant de conclure qui dit « Je rappelle que le parquet à la française est un parquet unique, hiérarchisé, et qu'il est nécessaire de réaffirmer ce parquet à la française. » En gros, il met à la fin de son courrier la conclusion qu'il attend du Conseil supérieur de la magistrature. Pour un garant de l'indépendance de la justice, on fait mieux quand même. On fait mieux, quoi. Donc moi, j'attends beaucoup de ce rapport. Je sais qu'ils l'ont fait, ils ont travaillé. J'ai vu qu'il y a eu un certain nombre d'auditions. J'espère qu'ils le rendront en toute indépendance. C'est pas garanti. C'est bientôt, ça. Ouais, on m'a dit mi-septembre, effectivement. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. La réforme constitutionnelle, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'à chaque fois c'est repoussé. Vous avez espoir que ça puisse arriver avec des fonds maritimes S'ils sont malins, ils expurgent la réforme constitutionnelle de tout ce qui fait dissensus, c'est-à-dire la suppression du nombre de parlementaires, hein, grosso modo. Le droit à la différenciation territoriale, ils pourraient tomber d'accord avec le Sénat. Donc à la limite, ils pourraient le garder. Ils ne seront pas d'accord avec nous. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je serais farouchement opposé, mais bon. Par contre, sur ce qui est de la réforme de la justice, je crois qu'on a un arc de cercle politique large pour progresser largement. Donc s'ils maintiennent ces éléments-là, ce ne sera pas un problème politique ici à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Donc s'ils le font, j'espère qu'ils mettront ces éléments-là dedans, et pas juste l'avis conforme. J'espère qu'ils reprendront au moins la proposition de rapporteur d'aligner le parquet sur le siège. C'est pas un truc révolutionnaire, mais qui changerait quand même des choses significativement. Bon. Voilà, alors après, de là à ce qu'ils, dans la future réforme constitue, ils mettent aussi que le magistrat puisse saisir directement le CSM, que le CSM puisse s'autosaisir, qu'il puisse qu'il puisse utiliser les moyens de l'Inspection Générale de la Justice. Bon, ça ferait beaucoup d'articles pour une réforme constitutionnelle pour eux, vu que c'était assez concentré sur la justice jusqu'à présent. Mais si au moins on pouvait avoir l'alignement siège-parquet plutôt que juste l'avis conforme, ce serait déjà une belle victoire. Après, moi, politiquement, je ne vois pas comment ils remettent sur la table la réforme constitutionnelle. En tout cas, dans l'ampleur dans laquelle ils veulent la remettre. Je ne vois pas comment elle passe en supprimant le nombre de parlementaires. Je suis désolé, je ne suis pas sénateur, mais ça va, je vois à peu près comment ils réagissent, quoi. Et je ne vois pas la droite faire un cadeau à Macron de voter une réforme constitutionnelle juste avant 2022, par ailleurs, si on faisait juste de la politique politicienne, quoi. Bon. Donc, par contre, s'il expurge de tous les éléments conflictuels, oui, il peut peut-être réussir à faire quelque chose. Mais je crois que la stratégie du président de la République, pour l'instant, c'est justement d'avancer tous les pions d'un coup, voir ceux qui se font abattre en cours de route, histoire d'en sauver quelques-uns dans la dernière ligne droite, quoi. Sachant que là, c'est la dernière ligne droite. C'est la session-là, cette session-là. La suivante, on sera déjà en année électorale, sera déjà fichu, et puis il y aura la crise économique, la crise financière peut-être. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se déclencher, on ne sait jamais quand elle se déclenche formellement. En tout cas, il y a tous les indicateurs pour dire que ça craint. Quand vous voyez le niveau du Nasdaq aussi élevé, alors que ça ne correspond à aucune réalité, vous vous dites que ça va s'effondrer un jour ou l'autre. Bon, tous ces éléments-là font qu'il va y avoir du pain sur la planche. Moi, je passe mon temps, on l'a fait avec Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, à aller faire le tour des plans sociaux, là. Ils en profitent tous des confinements, c'est la rentrée, allez hop, PSE, quoi. Enfin, ça va être ça la réalité du pays, là, dans les semaines à venir. D'où le fait que, ça paraît
Ouais. En tout cas, s'ils gardent les éléments consensuels comme ceux-là, ils pourront le faire passer. Ça peut même aller vite. Hein. Puis bon, je ne suis pas encore allé à Versailles, donc j'aimerais bien aller. C'est un argument. Ça peut pas être fait dans la dernière année, ça peut pas être fait de toute façon dans la dernière année du quinquennat. Tout peut être fait dans la... Enfin, encore une fois, si c'est du consensus large, etc., ils pourraient se glorifier d'avoir amélioré le parquet, la justice, etc. Pas le convoquer le congrès dans la dernière année. Ah bon, il y a une règle disant qu'on ne peut pas le convoquer dans la dernière année ? Là, on n'est pas dans la dernière, on est dans l'avant-dernière année, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est ça. De toute façon, après 2021. Non, après 2021, c'est mort. Enfin, après septembre 2021, c'est mort. Mais là, c'est la dernière fenêtre de tir, quoi. Ce qui fait dire que d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, je ne sais pas ce qu'il est venu faire là, quoi. Soit il s'est fait avoir, bon, je ne le crois pas suffisamment naïf pour ça, soit je ne sais pas ce qu'il est venu faire là. En 2 semaines, il a découvert qu'il y avait un calendrier, quoi. Bon, c'est déjà ça. On verra, là, il y a des auditions, il y a le texte sur le CESE, j'ai vu qu'il avait passé un peu de temps sur la PMA. J'espère qu'il ne va pas se lasser trop vite. Là, sur les parjures, ça va se passer comment? Comment? Sur les parjures, là, ça va se passer comment? Et bien là, c'est transmis au procureur. Après, charge à lui de dire s'il ouvre une enquête, s'il classe sans suite, s'il dépayse. Voilà. Après, moi, s'il ne se passe rien, ce qui est quand même le plus probable à la santé, je ne sais pas comment il va réagir, j'en sais rien. Soit il dépayse, ceinture, bretelle, tout de suite, auquel cas, bon, bah, tant mieux. Soit il ne se passe rien, et puis je le relancerai. Parce que c'est moi qui ai l'auteur du signalement. Je le relancerai jusqu'à ce qu'il réponde. Vous donnez combien de temps? Le mois de septembre ou... Bah, en théorie, les délais, en général, c'est 3 mois quand on dépose une plainte. Mais bon, je pense qu'amicalement, tous les mois, là, on est le combien? Là, on est le 2 septembre. On peut dire que le 2 octobre, on fera un courrier de relance si on n'a pas de nouvelles. Puis le 2 novembre, etc., etc. On fera un point presse tous les mois, si vous voulez. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir? J'en sais rien. Je ne vais pas dire que j'ai pas d'espoir parce que cette commission d'enquête a quand même été médiatisée, de par l'affaire Roulette, etc. Vous êtes là aujourd'hui. Donc si un certain nombre de personnes en parlent, ils ne peuvent pas se défiler. J'ai l'expérience d'ailleurs d'une précédente plainte que j'avais organisée contre Christophe Castaner devant la Cour de justice de la République. On avait saisi François Molins pendant le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il avait dit oui, toute personne qui va dans une manifestation où il y a des casseurs seront complices des casseurs et donc potentiellement on pourra les arrêter, les passer en garde à vue, etc. Sous-entendu. Hein. Et j'avais dit, écoutez, ça c'est une intimidation qui est faite aux Françaises et aux Français qui veulent manifester. Et c'est une entrave à la liberté de manifester. Il y a un article du Code pénal qui pénalise l'entrave à la liberté de manifester. Et donc j'avais proposé à tous ceux qui se sentaient intimidés, n'importe quel Français qui voulait aller à la manifestation, de déposer une plainte auprès de François Molins. On avait fait un générateur de plaintes en ligne. Les gens mettaient leur adresse, leur nom, ils imprimaient le document, ils envoyaient. Bon. Alors François Molins a dit avoir reçu 500 plaintes. Je crois qu'il en a reçu un petit peu plus, mais bon, peut-être qu'au moment où il a fait le communiqué de presse, il n'en avait reçu que 500. Moi, de mes chiffres que j'avais, c'est que le document avait été téléchargé plus de 4500 fois. Alors peut-être que tout le monde ne l'a pas envoyé avec le timbre et compagnie, mais 500, ça me semble assez peu. Mais bon, bref, passons, peu importe. Il avait fait un communiqué de presse disant pourquoi il classait sans suite. Et il m'avait répondu. Il m'avait fait un courrier de réponse. Donc, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps se défiler. Tout procureur de la République qu'on est, même celui de Paris. Et puis s'il faut réutiliser le droit de tirage de la France Insoumise pour faire à nouveau une commission d'enquête, alors pas sur le même sujet parce qu'on n'a pas le droit dans l'année qui suit, mais peut-être pour l'année 2021-2022, qui sait, cette dernière année, s'il faut le faire pour le refaire, moi je suis disponible et volontaire. Hein. Pour Rémi Heitz lui-même, l'objet du parjure, ce serait son propos sur le maintien en garde à vue des personnes qui n'avaient rien à se reprocher. Des Gilets jaunes, ouais. Devant la commission d'enquête, il a déclaré... Qu'est-ce qu'il a déclaré exactement? Alors, j'ai plus le document, mais vous l'avez là devant vous, puisqu'on met la citation exacte de ce qu'il a dit devant la commission d'enquête. Puisqu'on lui a dit, vous avez fait en sorte que les gens, alors qu'on ne l'avait rien leur reproché, vous les avez maintenus en garde à vue. Et il dit non, c'est pas exactement ça, vous comprenez mal, et puis c'était juste une instruction, voilà, etc. Et puis finalement, il nous donne le document papier qui dit absolument ce qu'on avait dit nous, enfin voilà, ce qui était déjà sorti par voie de presse. Bon. Et
On peut se dire, bon, on s'en fout, c'est que les gens qui ont passé une garde à vue, mais ça va, quoi. On parle des libertés fondamentales, d'aller et venir, on parle du procureur de la République de Paris, on parle... Je sais qu'Éric Dupond-Moretti ne porte pas dans son cœur les gilets jaunes. Hein, je ne vous dirai pas les mots qu'il a utilisés à propos des gilets jaunes, mais bon, quand même, quoi. Les gens ont le droit d'aller et venir s'ils n'ont rien fait, s'ils ont rien à se reprocher, et si on n'a rien à leur reprocher, quoi. C'est bon. C'est bon, le règne de l'arbitre. Alors d'habitude, c'est l'arbitraire de la police qui interpelle comme il veut, comme ça, et puis le parquet qui dit ouais, bon, relâchez-les, il n'y a rien. Mais là, c'est le parquet complice de ce genre de méthode, quoi. C'est un peu limite. Sur les différents les 6 par jour, lequel vous paraît le plus grave, entre guillemets? Oh là. Je sais pas, je sais pas, j'hésite. C'est sûr qu'il y en a qui m'apparaissent moins graves que d'autres. Dans les très graves, parce qu'ils représentent une autorité particulière, il y a le préfet l'allemand. Fanfaronner comme ça devant une commission d'enquête, non, je n'accepte pas. Surtout qu'en plus, à l'initiale, moi, ma question, au moment où il dit ça, je le questionne, mais c'est même pas moi qui fais les questions liminaires, c'est le rapporteur Didier Paris qui l'interroge sur les questions des gilets jaunes, des manifestations, c'est même pas moi. Juste, je me mets dans la brèche parce que je vois qu'il y a un problème, quoi. Donc, celui-là me semble important. Celui de Catherine Choronneau et Eliane Houlette, parce que c'est une affaire sensible, c'est la présidentielle, c'est des fonctions, c'est des hauts magistrats, les plus hauts magistrats de ce pays, d'une juridiction spécialisée et de la Cour d'appel de Paris, dont une qui est toujours en poste. Et puis évidemment, celui de Rémi Hetz, quoi, parce qu'on touche à des libertés des gens, qu'on a enfermé des gens, quoi, sciemment, c'est bon, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors je sais pas hiérarchiser entre ces trois-là, et j'ai même envie de dire que Frédéric Vaux, qui passe des coups de fil à Soircini, tranquillou, je m'arrange sur des enquêtes en cours pour avoir des infos par le biais d'un patron de la mafia corse et d'un ancien responsable de la police nationale. Je sais pas. C'est sûr que celui de Jean-Michel Prêtre à côté apparaît comme étant assez annexe de se dire que oui, il était au courant qu'il y avait une enquête sur la violation du secret de l'instruction. C'est sûr. Je vous laisse juger lequel est le plus important. Je sais pas, ça dépend lequel vous voulez mettre en titre de l'article, c'est ça? Et si vous voulez, mettez tous les noms, hein, c'est ce qui matchera le plus. Hein. Vous mettez Houlette, Chanrenaud, Vaux, AIDS, nanana, virgule, parjure, point d'interrogation. Ça a été envoyé. Oui, sauf celui d'Ayat, qui est en cours parce qu'il nous a été signalé ce matin par le groupe Les Républicains et que je vais y donner suite. Vous pensez l'envoyer dès aujourd'hui ou... Si on... Oui. Ils nous ont donné des éléments déjà préécrits et qui nous vont bien, donc on va pouvoir remettre ça en forme à notre sauce et transmettre. Merci à vous en tout cas.